Personne? Passez en position. Olivier Saint-Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur avec votre frère d'un livre qu'on vend sur Contre-Culture, intitulé Manifeste du philosophe voyou. Merci encore de nous accorder cette entretien pour Merci à vous de m'inviter. Écoutez, on a le plaisir de vous interviewer ce soir pour que vous nous présentiez cet ouvrage particulièrement original. On vous avoue que c'est un choc pour pas mal de gens. D'un volontaire pour faire du combat rapproché, à main nue et uniquement avec les mains. Vous présentez directement cette notion de philosophe voyou et en particulier la philosophie comme une conversion. Vous la présentez avec des accents mystiques. Ce qu'on aurait envie de vous dire directement, c'est est-ce que vous n'êtes pas un petit peu hors sujet? Parce que la philosophie, c'est quelque chose qui se fait dans les universités, dans les bibliothèques. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Enfin, c'est un peu le nerf de la guerre. Considérer la philosophie comme essentiellement un enseignement de concepts ou tout simplement un discours sur des concepts, je pense que le problème vient de là. Enfin, tout d'abord, il faut dire qu'il y a des gens qui vivent de la philosophie, on appelle ça des professeurs de philosophie, ou bien ceux qui sont invités sur les plateaux télé, enfin réinvités sur les plateaux télé, puisque ceux qui ne sont pas réinvités sont souvent des gens bien. Et donc, il y a des gens qui vivent de ça. Et le point central, c'est que s'il n'y a pas un discours, eh bien, il n'y a rien qui se vend. S'il y a des actes, s'il y a un passage à l'acte, alors à ce moment-là, ça dérange un peu plus et ça commence à poser problème. Et donc la conversion dans cette optique, elle vient se poser de manière extrêmement provocatrice, un peu comme celle d'une secte ou d'une religion, c'est-à-dire que il faut se refigurer la manière dont les philosophes grecs fonctionnaient, c'est-à-dire que la philosophie était une philosophie de la secte, c'est-à-dire sequor en latin, qui veut dire je suis au sens suivre, et ça se faisait comme ça sur la place publique. Alors on pourrait dire aujourd'hui la télévision, l'agora, tu rencontrais un philosophe et puis tu disais finalement le philosophe avec sa barbe et sa grande chemise blanche, il me plaît, les cheveux longs, je vais le suivre. Par exemple, les philosophies BHLiens. Voilà, donc tous les mecs se seraient mis à avoir les cheveux longs, la chemise blanche, l'air un peu imprégné. Et donc c'est cette idée qu'on ne peut pas philosopher en dehors de son corps. En passant tantôt sur la main, tantôt sur le poing. Bon, ça vous allez dire facile. Tantôt sur le moignon. Après, je repasse sur le point. C'est-à-dire que la philosophie implique une conversion aussi du corps et pas simplement de l'esprit. Donc le philosophe qui se contente de dire oui, moi je suis contre, et qui après rentre chez lui avec sa cuillère en argent avec du caviar à l'intérieur, c'est pas vraiment notre philosophe idéal, le portrait du philosophe qu'on aime. Donc voilà ce concept de conversion, c'est-à-dire qu'on se retourne entièrement vers des concepts pour pouvoir l'accepter ou le refuser. Enfin, on est libre, hein. Enfin, il ne s'agit pas d'imposer à quelqu'un quelque chose, mais simplement de dire si vous voulez faire de la philosophie, c'est en ces termes-là que ça se pose. Je reviens un petit peu donc sur la notion également sur l'association plus ou moins oxymorique, entre guillemets, sur laquelle vous jouez avec pas mal de provocations entre philosophe et le terme voyou. Ouais. Vous parlez également du philosophe Picaro, en reprenant ce terme propre et cher à la littérature espagnole, de ce personnage un petit peu bandit, plus ou moins marginal, intrigant. Si le philosophe est donc un voyou ou un Picaro, et qu'il se met à la marge entre guillemets de la société, est-ce que c'est dire que le philosophe est un ermite, quelqu'un qui se coupe du monde, ou est-ce que c'est autre chose encore? Alors c'est encore une bonne question, parce que le Picaro, quand on m'a interviewé, on m'a jamais... Enfin, c'est bizarre parce que personne ne parle du Picaro. Je pense que personne ne connaît vraiment. Mais c'est intéressant cette figure qui est en même temps à la marge et en même temps dans la société. En fait, une espèce de figure d'un enfant pauvre, enfin défavorisé, qui finit par aller très haut dans la société et puis dégringoler à la fin, enfin, gros gens comme devant. Et pour faire la démonstration véritablement de l'esprit de ruse, et puis bon, dans l'Espagne du XVIIe siècle,
où l'honneur est une question cruciale, montrer une contre-figure, cette espèce d'hypocrisie faussement aristocratique, et montrer qu'il y avait d'autres alternatives. Et finalement, le Picaro, c'est d'un côté, c'est l'anti-honneur, parce qu'il ment, il vole, il trompe, il se ferait son chemin en suivant sa propre voie, alors que les philosophes en place à cette époque-là sont essentiellement des philosophes de courtisans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire voir que le vrai mensonge, c'est celui-là qui a ses lettres de noblesse. Alors voilà pour le petite question sur le Picaro. Je voudrais répondre maintenant à ta question sur la marge et sur l'ermite. Dans cette optique-là, il ne s'agit pas de s'exiler ou de sortir de la société, mais bien d'y rester. Faire le pari que si on a 2 doigts de courage, il faut rester dans la société, et que c'est très facile, certes, même aujourd'hui encore, de s'exiler dans la campagne, d'aller cultiver un petit lopin de terre, et puis d'avoir une vache, de boire son lait, enfin avec 3 francs 6 sous on finit par s'en sortir, et de tout rejeter. C'est facile de rejeter le téléphone portable, Internet, la technologie. C'est beaucoup plus difficile d'y vivre et de frayer un chemin là-dedans. Et c'est pour ça que qu'on convoquait le Picaro pour dire il a quelque chose à nous apprendre sur cette manière de s'insinuer dans la société. Par contre, contrairement au Picaro, il faut y rester. L'autre point, et je termine sur le Picaro, l'autre point qui est intéressant, c'est cette idée que le Picaro lui aussi se convertit à un nouvel ordre et qu'il vit sa vie en n'ayant rien à perdre. Et c'est le problème de nos sociétés, c'est-à-dire qui sont fondées essentiellement sur la possession et la propriété. Il faut que, du coup, on ait quelque chose à perdre. Donc on vous fait acquérir des choses, des biens, et puis comme ça on vous tient par le bas du pantalon, parce que vous ne pouvez plus rien faire. Une fois que vous avez quelque chose en propriété, le fisc vous dit, ben voilà, on va vous exproprier. Alors, à ce moment-là, vous faites la gueule. Donc cette manière aussi de contester l'un des grands leviers physiques, financiers que la société a sur les individus, et de dire, bon ben voilà, agissez, enfin vivez vos vies comme si vous n'aviez rien à perdre. Voilà, tout est dans le comme si. Et donc, d'une certaine manière, votre référence assez fréquente au combat qu'on trouve dans le manifeste du philosophe voyou. Point, lombaire, genou gauche, cervical. Même s'il est costaud, et qu'il essaie de se relever. Est-ce que ce ne serait pas, entre guillemets, une métaphore, effectivement, pour inciter les gens à ne pas fuir? Exactement, tout à fait. Alors bon, je sais qu'il y a des... C'est qu'on peut conseiller la fuite comme méthode de combat, mais c'est souvent pour dire il va falloir un jour ou l'autre combattre. Donc effectivement, je crois que le combat est une sorte de matrice philosophique européenne, en tout cas. Bon, l'autre jour, j'ai trouvé un proverbe malien qui disait à peu près la même chose, donc je me suis dit, après tout, toutes les cultures sont sœurs, on va bien. Mais on prend Héraclite, le combat est père de toutes choses, philosophe pré-socratique, même pas très loin de Socrate. Et quand on regarde la dialectique, une autre manière de construire et de produire des philosophes, ou de produire de la philosophie, ou de produire de la rhétorique, eh bien on a affaire à un combat entre 2 idées, et finalement, c'est la plus forte qui gagne. C'est un peu ça la rhétorique. Alors on vous le présentera jamais en ces termes parce que c'est politiquement incorrect. Finalement, c'est la force qui l'emporte sur la raison, mais c'est ça. Donc finalement, il s'agissait de dire bas les masques, disons un petit peu la vérité. Ce qui fait fonctionner le monde, c'est l'affrontement perpétuel entre des forces, et que la vérité, finalement, c'est une de ces forces-là qui l'a emporté sur l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer, mais ça veut dire que momentanément, c'est celle sur laquelle tout le monde s'accorde pour dire que c'est bien la plus forte. On appellera ça bien évidemment vérité, et toute personne qui contesterait cette vérité sera mise au bûcher, et à laquelle on demandera bien évidemment de renier ses péchés, ou bien elle sera brûlée immédiatement. Et pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez à l'instant à propos du détachement que peut éprouver un Picaro à l'égard des biens matériels, ce qui le rend d'autant plus libre et marginal à la fois. Et donc ce dédain du philosophe voyou, pour reprendre votre terme, à l'égard des biens matériels, est-ce que ça revient à être antimatérialiste absolu et vouer un culte à la crasse? Non, pas du tout.
Non, parce que là, enfin, on a besoin d'être propre pour monter s'insinuer dans la société. Donc, il faut à un moment donné faire un effort. Sur cette question très, très simple et très particulière de la propreté, ça fait partie d'une espèce d'hygiène philosophique. Finalement, si on est propre dans ses idées, on est propre sur soi, sur son corps. Et il faut bien dire que l'argent, qui est l'un des grands sujets philosophiques tabous, c'est-à-dire que les philosophes ne parlent pas d'argent, les philosophes n'aiment pas l'argent, Socrate était riche à l'intérieur, pauvre à l'extérieur, Bernard-Henri Lévy, qui a beaucoup d'argent, ne le dira jamais. Il dira jamais qu'il a un hôtel particulier rue Madame, nous, son appartement, un rue Madame, je dis ça à ceux qui veulent aller lui rendre visite. Il y a des choses comme ça, on ne parle pas d'argent. Et finalement, mon idée était de dire, finalement, l'argent, c'est bien. L'argent, c'est intéressant parce que, ça me permet de m'insinuer dans la société, ça me permet d'avoir du confort, parce qu'ils sont marrants, ces philosophes, mais coucher sous les ponts, c'est pas sympa. Et ça permet surtout d'avoir du pouvoir. Et donc, c'est malheureux que très peu de philosophes reconnaissent que si tu n'as pas d'argent, tu es dans la merde. C'est-à-dire que tu as face à toi un problème de liberté qui est extrêmement fort. Alors on dira oui, mais la véritable liberté, c'est celle qui te permet de t'affranchir de tous ces problèmes-là, d'être libre à toute époque. Oui, mais si tu peux avoir de l'argent et être plus libre que si tu n'en avais pas, pourquoi pas? Et donc je reprends toujours cet exemple de Diogène le cynique qui, pour démontrer que l'argent était facile à gagner, fit de la fausse monnaie. Il a trempé dans des affaires de fausse monnaie au début de son existence. C'est ça la leçon. C'est-à-dire que s'il faut de l'argent, il faut mettre la main à la pâte et puis il faut commencer à en faire au sens propre du terme, c'est-à-dire faire de la monnaie, pourquoi pas. Et c'est singulier parce que c'est un des actes qui embête le plus la société. Vous pouvez écraser une grand-mère si vous êtes à moitié ivre, vous pouvez assassiner l'amant de votre femme qui faisait trembler l'immeuble à force de la sauter. Et bien là, si vous faites de la fausse monnaie, vous avez perpétuité. Alors que dans les autres cas, on vous trouvera des peines atténuantes et puis vous en aurez pour 3 ans. Là, si vous avez fait de la fausse monnaie, vous risquez d'avoir pour perpétuité, et d'ailleurs c'est marqué sur les billets. Effectivement, ce rapport donc, au bien matériel, on n'est pas dans une valorisation, dans une glorification de la marginalité, qu'elle soit sociale ou physique. On n'est pas dans un culte de la pauvreté et de la saleté. Ouais. Non. Mais tout en sachant se contenter de peu. Et c'est cette idée forte que le philosophe voyou est aussi un soldat. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien fonctionner dans une société hiérarchisée, disciplinée, que sur un champ de bataille où il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune hygiène, il n'y a plus aucune propreté, chacun lutte pour sa survie, on est dans une situation extrêmement primaire, extrêmement élémentaire, où l'humanité est réduite à son niveau le plus bas. Donc c'est cette espèce de grand écart, cet art du contraste et de la souplesse, qui consiste aussi bien à pouvoir élaborer des concepts, produire de la philosophie, produire de la culture, s'extasier devant, une symphonie de Beethoven, que être dans une tranchée à moitié nu, la tête pleine de puces, le corps plein de blessures, affamé depuis des jours, et puis quand même survivre. C'est cette même personne-là. Donc cet oxymore philosophe voyou, il est là pour dire, bon, le philosophe est un con, le voyou est un con. On va faire boxe anglaise à la mode de chez nous. C'est-à-dire main ouverte au visage, point fermé au corps, tout est permis, au-dessus de la ceinture. Donc la philosophie est une discipline noble, entre guillemets. Bien que le philosophe voyou est conscient qu'il est un être de matière, qu'il ne maîtrise pas, qu'il a besoin de s'alimenter, d'être dans le réel pour continuer à vivre, est-ce que quand même son activité et la noblesse de son activité ne le pousse pas à mépriser des considérations aussi basses que la sexualité ou les femmes? Ouais. Alors, ou les hommes si on aime les hommes. C'est une bonne question parce que ça fait partie, comme l'argent, de ces thèmes tabous de la philosophie. On peut par exemple prendre le banquet de Platon et après on reste un peu sur sa fin. Il y a Schopenhauer avec certains chapitres de Le monde comme volonté
qui parle de cette question-là, bon, de manière assez tristounette, parce qu'il n'y a pas grand-chose à attendre ni de l'amour ni des femmes une fois qu'on a lu Schopenhauer. Quand on lit Platon, on est dans le pur délire, puisqu'on est dans des mythes. Bon, on se souvient tous de cette histoire des androgynes divisés en deux, on recherche à moitié l'explication de la sexualité par le personnage d'Aristophane dans le banquet. Donc on est dans le pur délire. Socrate aussi, lui, embraye avec son histoire de l'amour, fils de la richesse et de la pauvreté. Et il n'y a aucun philosophe, enfin, bon, je ne parle pas de Pascal Bruckner, mais il n'y a aucun philosophe qui aborde sérieusement cette question véritablement dans l'histoire de la philosophie en tant que telle, enfin, comme un sujet. Et ça me paraissait vraiment important dans ce manifeste de dire, ben voilà, pointons du doigt les endroits où il faudrait travailler. Et par exemple, la question de l'amour et du sexe est très importante. On n'a pas d'art d'aimer de notre Europe. Bon, on a Ovide, avec son Ars Amandi, mais c'est à peu près tout. Alors on s'extasie devant le Tao des Chinois, on s'extasie devant le Kama Sutra du 6e siècle après Jésus-Christ chez les Indiens. Bien évidemment, sans voir qu'il s'agit d'une philosophie, le Kama Sutra est une philosophie, donc c'est des principes du désir. Et donc c'est un ouvrage qui touche à tout, et notamment à des positions sexuelles. Donc nous, en fait, on a complètement oublié cette partie-là, et au lieu de se dire le sexe c'est une partie de la vie, faisons-en quelque chose, ou du moins mettons-le au service de notre esprit, ou l'inverse, hein, mettons l'esprit au service du sexe, eh bien pas du tout. On a amorcé ce divorce entre le corps et l'esprit, et donc l'idée c'est que de faire du sexe un moment où on réunit l'âme et le corps, et une invitation à le faire pour tous les moments de la vie. Donc sur la question de l'épouse, il y a aussi cette volonté de l'exercice philosophique qui viserait à dire ma relation avec l'autre commence par ma relation avec mon épouse. Et là, je me suis servi de Socrate en disant bon, la femme de Socrate est connue pour être extrêmement acariâtre. Et pourquoi en fait? Pourquoi Socrate avait choisi cette femme-là? Et Socrate, sur le mode de l'humour, dit une fois que j'aurai réussi à la maîtriser, je pourrai maîtriser n'importe quel être humain. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire toujours cette matrice du combat qui sculpte nos existences et qui nous permet de faire de nos vies des œuvres d'art et d'advenir à quelque chose. Donc on est loin du mec qui se marie par hasard, qui ne sait pas vraiment pourquoi il est là, qui divorce, qui virevolte. On est dans une optique où véritablement on sait pourquoi on est marié, et ce mariage, finalement, c'est une des voies de la sagesse. La thématique du combat, de l'affrontement revient de manière extrêmement régulière. C'est d'ailleurs l'un des aspects que vous essayez de réhabiliter chez un philosophe comme Socrate, le fait qu'il tranchait des gorges, comme vous le dites. Ouais. Est-ce qu'on peut réduire pour autant votre manifeste à une apologie de la violence? Est-ce que c'est ça, le manifeste du voyou? Écoutez, si on le faisait, ça me ferait plaisir. Malheureusement, bon, je crois pas que si on le lit vraiment, on en puisse déduire ça. Mais en un sens, oui. C'est-à-dire apologie de la violence, c'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui est devenu un homme aviril, c'est-à-dire sans aucune force, hein, puisque vis en latin c'est la force. Il n'a plus aucune force et il est privé de son principal moteur qui est le désir et la volonté de puissance. Donc cette invitation, elle passe aussi à une invitation à une éducation plus forte, pas spécialement plus stricte ou plus sévère, mais en tout cas plus tranchante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à nos enfants à se battre, il va falloir les apprendre à infliger la douleur, il va falloir les apprendre à être cruels. Moi je fais flexion, torsion. Tu vois le pouce ici. C'est un peu technique. On retient ça. Ensuite, il va falloir faire passer ça avec comme point de rotation simple ici. Tu vois, je l'ai fait passer l'autre côté. Donc je suis ici et hop, tu vois, là il y a une flexion. Il n'a pas réprimé ses instincts de cruauté. Je prends l'exemple de Sparte en disant que, et d'Athènes,
que c'était l'un des points importants de l'éducation, le moment où on apprenait à l'enfant à créer la douleur, à faire mal, à accepter que finalement cet affrontement mènera nécessairement à la victoire de l'un ou de l'autre. Donc effectivement, il faut inculquer à nos enfants la conscience de la violence, du fait qu'ils sont capables, qu'ils peuvent souffrir et qu'ils peuvent également infliger la souffrance. Et si d'une certaine manière, il y a ce rapport à la violence qui devient si spontané, entre guillemets, qu'est-ce qui distingue le philosophe voyou même, du voyou tout court, du voyou tout court? Ah ben c'est que il y en a un qui est dans un pur état animal et l'autre qui est simplement un être humain. L'un qui, si vous voulez, enfin, à un moment donné, je prends cet exemple de la délinquance, parce que je viens de dire, attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la délinquance. Il y en a un qui a une dimension humaine et l'autre qui est tout simplement un animal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion, aucune réflexivité sur ses actes. Il n'est pas capable de planifier, d'avoir une vision d'ensemble de son existence. Le bonheur qu'il peut avoir est purement fugitif et sporadique, hasardeux. Son existence n'a aucun sens, enfin, pas en tout cas. Bon, il peut être philosophe, hein, je ne dis pas ça, mais à ce moment-là, il devient philosophe voyou. Mais voilà un petit peu la différence entre le voleur de sac à main et le philosophe voyou, qui, s'il génère de la violence, le fait soit dans un but d'exercice philosophique, d'exercice spirituel, soit le fait dans une espèce de mission philosophique, enfin, d'objectif philosophique. Et je dirais que il y a cette volonté de prendre au voyou, cette force de pouvoir agir, et qu'ensuite, nous, on est là pour penser, enfin, donc on ajoute cette dimension. Le grand problème des penseurs, c'est qu'ils pensent tellement que la plupart du temps, bon, c'est vrai qu'il faut être honnête, quand on a bien réfléchi, on finit par ne plus agir. Et là, on tombe dans la philosophie taoïste, hein, où le non-agir est valorisé et une des clés de voûte philosophiques de la Chine. C'est-à-dire, je n'agis pas. Ben, c'est vrai que, bon, alors c'est le danger. Alors nous, on n'est pas dans cette optique-là. L'action, je pense, aura toujours une valeur sur la non-action. Et pour cette raison-là, je pense qu'il est bon d'enseigner à nos disciples philosophiques au sens propre, ou à nos élèves, ou aux gens qui font de la philosophie, de dire voilà, arrêtez de réfléchir, agissez, comme ça vous aurez un stock d'expérience et à partir de là, vous pouvez construire vos vies. Peut-on être philosophe si on n'a pas été sur les chemins, si on n'a pas vécu? Exactement. Ouais. C'est vrai que la réponse est dans votre question, qui est toujours excellente. La voie dans deux sens, c'est-à-dire, c'est vrai, si j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que je peux proposer comme philosophie? Bon, ben, ça sera essentiellement une philosophie de la reproduction, au sens propre et figuré. C'est-à-dire, je reproduis ce qu'on m'a appris à dire, on m'a appris à faire, bon, ce que mes parents m'ont dit, ce que la société me dit. Donc, je suis un esclave gentil. Si je suis dans la rue, à ce moment-là, bon, l'expérience que j'acquiers, elle me forge, elle me transforme, elle fait de moi un être à part, un être original. Et cette voie aussi, qui est celle de l'expérience, elle devient aussi la voie à suivre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'engage des gens à me suivre. Enfin, le jeu, ici, c'est un jeu philosophique. C'est-à-dire que j'invite chacun des lecteurs à faire de même. C'est-à-dire à créer sa propre philosophie et à inviter les autres à le suivre. Parce que c'est comme ça que ça se passait dans l'Antiquité. Donc cette voie, voilà, elle a un double sens. Il n'y a pas de sens interdit. Par contre, ce qui est interdit, c'est la tour d'ivoire, les retraites, l'ermitage, un endroit où on se retire du monde et finalement on se coupe des siens, on se coupe de sa famille, on se coupe de l'humanité pour pouvoir mieux vivre dans l'humanité. Ce qui m'a toujours semblé quand même, chez les stoïciens, chez les autres, le comble. C'est-à-dire pour mieux vivre avec les autres, je m'en écarte. D'ailleurs, ça permet de faire une transition avec l'éloge stylistique au fait de deux auteurs, ouais. À la fois de Socrate, bien sûr, qui est la figure qui plane au-dessus de tout autre ouvrage, mais aussi d'un auteur comme Rabelais ou de Céline. Oui, tout à fait. Et on en vient à se demander ce que vous admirez vraiment. Est-ce que vous admirez leur style ou est-ce que c'est aussi leur vécu, les aventuriers que vous admirez? Mais j'adore Céline
Et il y a un petit recueil que j'aime bien, mais dont j'aime pas le titre, qui s'appelle Le style contre les idées, dans lequel un bon professeur d'université avait rassemblé les textes de Céline, où Céline expliquait que son style et ses idées c'était différent. Je suis pas partisan de démontrer que Céline est un mec bien, qu'il a bien pensé, que tout ce qu'il a dit était cool. Je pense que essentiellement il détestait tout le monde, donc les communistes, les gaullistes, les Français, les Parisiens, l'élite, et dedans il y a les Juifs. Alors c'est inacceptable, c'est impardonnable, on est d'accord là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on ne lui a pas pardonné. Et pour Rabelais, bien évidemment, je suis aussi vraiment un grand lecteur de Rabelais, parce que Rabelais c'est un moine qui était marié avec des filles, qui était médecin, qui est partisan de l'anatomie, qui était capable de mettre sa vie en danger. Il signait ses livres avec un pseudonyme, puis un jour il s'est dit « Allez merde, j'arrête le pseudonyme ». C'était aussi un Picaro, puisqu'il était bien en phase avec la société, il était dans les petits papiers du roi. Donc c'est ce genre de personnages qui, à la manière de Céline, sont des personnages extrêmement séduisants, parce qu'ils ont une écriture brillante. Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus séduisant à la fin? Leur style ou leur vécu, qui a été travaillé comme une œuvre d'art? C'est des rares auteurs à avoir tenté de mettre, comme je dis, leur peau sur la table. Je crois que je reprends ce terme à Céline, puisque Céline fait un éloge de Rabelais, et il dit voilà, Rabelais, lui, il a mis sa peau sur la table. Et voilà, l'idée, c'est ça, c'est pour Céline de mettre la peau sur la table, et dire après tout, il y en a assez de ces philosophes du dimanche, mettons la peau sur la table. Quitte à prendre des risques, quitte à aller en prison, quitte à en mourir, mais voilà. Mieux que des philosophes comme Sartre qui sont emprisonnés, sont libérés, vont faire du théâtre au Vieux Colombier à côté du Lutétien où il y avait le centre culturel allemand. Vous voyez, Céline mieux que Sartre. Pas trop de saisie, voilà, que des coups, pas de pied. Ouais, pas mal. Ouais, j'ai fini. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Ouais. Pas de sol. Ouais, c'est bon, lâche. D'une certaine manière, un homme qui a conscience de son corps, qui a conscience de la nécessité de développer son esprit, donc ce que vous appelez métaphoriquement le philosophe voyou, n'est-ce pas une manière provocante et nouvelle de parler tout simplement de ce qu'il y a encore quelques temps on appelait tout simplement un homme. Oui, exactement. Ouais. Après tout, on pourrait donner comme sous-titre Manifeste du philosophe voyou ou pour un nouvel humanisme, puisque c'est quelque chose... En gros, il s'agirait de faire table rase un peu de toute cette philosophie bon marché. Je dis bon marché parce qu'elle fait vendre beaucoup de livres. Cette philosophie bon marché de l'après-guerre. C'est-à-dire se débarrasser de toute cette espèce de fardeau que les intellectuels essentiellement de gauche, et parfois même de droite, mais essentiellement de gauche, se sont créés et ont imposé la société européenne et essentiellement française. Il faut dire qu'on n'a pas été épargné dans cette histoire. Et ce nouvel humanisme, il part par, je dirais essentiellement, du bon sens. C'est-à-dire que c'est quand même la moindre des choses que lorsqu'on a des idées, on les mette en pratique. Il est quand même moindre des choses d'accorder son pardon aux gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vit dans une société, il faut oublier. On n'est pas là pour... on n'est pas là, je parle d'une société civile, pour en vouloir à certains de crimes qu'ils n'ont pas commis. Et donc, quelque part, voilà, cette espèce de nouvel humanisme où d'un côté, du coup, on va retrouver des valeurs auxquelles on n'ose plus toucher parce qu'elles sont suspectes. La force, la cruauté, l'instinct de survie, la volonté de puissance, toutes ces notions-là qu'on n'ose pas trop aborder parce qu'on se dit, et si
on m'insultait de nazi. Et si on me prenait pour? Personnellement, j'ai aucune crainte, parce que j'ai des amis de tous bords, j'ai des amis de toute nationalité, je vis plus en France, c'est des sujets qui me touchent même plus, et je vois la misère de notre intelligentsia qui, toujours dans ce marasme intellectuel, a peur d'étiquettes. Il faut quand même passer à autre chose maintenant. Tout ça c'est fini. Et par contre, ceux qui ne veulent pas que ça se termine, c'est ceux qui vivent de ça. Hein, eux, ils n'ont absolument pas intérêt que ça se termine, et donc ils ont intérêt à ce que ça continue à fructifier, ils ont intérêt à faire survivre les skinheads, parce que sans les skinheads, il n'y a plus de danger. Ils ont intérêt à faire survivre tous les extrêmes pour que, quelque part, leur position soit justifiée. Et donc, le philosophe voyou, c'est cette espèce de nouvel homme qui dit après tout, n'ayons plus peur des étiquettes, retrouvons des valeurs qui existent depuis toujours, faisons un retour à l'Antiquité, arrêtons de vivre nos vies avec le prisme intellectuel et culturel du XXe siècle, des totalitarismes, de l'idéologie de la bonne conscience, et, pour être plus large, de la philosophie des droits de l'homme et des Lumières. Ce qu'il faut, c'est toujours vous protéger. Toujours vous protéger. Et quand vous portez des coups, rappelez-vous, la tête, vous n'aurez rien. Vous allez avoir des choses au corps. Soit plexus, soit côte. En fait, le visage, c'est que je fais l'entraînement. Ouais, très bien. Et qu'on dit de recréer un nouvel humanisme, parce que c'est pas créer un nouvel humanisme pour retrouver la figure d'un homme qui a toujours existé, du citoyen athénien au gentilhomme du XVIIe siècle. Et je dirais et je veux pas reprendre des termes qui existent depuis longtemps pour leur donner un nouveau sens, mais il y a une dimension révolutionnaire au sens où, en latin, révolution, c'est revolvere, c'est-à-dire retourner en tournant au même endroit. Et c'est ce que les latins adoraient, parce que ça s'appelait le mos maiorum, la coutume des anciens. Il s'agissait de préserver ce mos maiorum. Ils détestaient la nouveauté, ils détestaient la modernité. Et je pense, pour citer Baudelaire, qui est un anti-moderne parmi les anti-modernes, je pense que la modernité est le grand mal de notre siècle. Et il va avec, dans sa cohorte, l'originalité, le culte de la différence, ce genre de choses. L'idée pour l'intellectuel, c'est d'être moderne. Le culte de la nouveauté, de l'originalité, du futur, a pris le pas sur toute autre chose. Donc moi, je renverrai un petit peu les donneurs de leçons et les objecteurs de conscience dans les corps, qui ne cessaient de vouloir supprimer des choses qui sont essentielles à l'humanité. Il est indéniable que l'homme doit vivre en paix avec lui-même et avec les autres, mais c'est peut-être pas l'évitement du combat qui permet de vivre en paix avec l'autre. Je prends toujours cet exemple dans les cours de close combat que j'anime et que nous animons avec mon frère jumeau, qui est que j'ai jamais eu d'amitié aussi profonde avec des êtres humains que celle que je tiens et que je tisse avec les gens avec qui j'ai combattu. Vous entendez? Écoutez le coup. Il y a quasiment pas de blessure. C'est juste le souffle.
fait qu'on ait échangé des coups, que j'ai souffert, que j'ai fait souffrir quelqu'un, crée tisse des sentiments qui sont à la vie, à la mort. Par opposition à une relation amicale sur le mode de la distance, de la pudeur, de on se touche pas, qui est, je dirais, assez américaine. Là, finalement, c'est des amitiés qui sont fondées sur rien, alors que quand elles sont fondées sur la sueur et sur le sang, eh bien, à ce moment-là, c'est des amitiés qui sont éternelles et immortelles. Cet éloge, ou du moins cette non-appréhension de la violence, cette non-appréhension à la fois de l'exercice physique et spirituel, est-ce qu'on peut dire que le manifeste du philosophe Voynich est simplement une invitation à la vie? Oui, tout à fait. Ça sonne un peu dans l'irisme grandiloquent, mais c'est vrai, on pourrait le résumer comme ça. Bizarrement, quelque part ce culte de la mort, enfin, du moins, ces entretiens au sens entretien philosophique comme on est en train d'avoir, cet entretien avec la mort que constitue le combat, c'est-à-dire que quand il y a mon copain ou quelqu'un qui m'étrangle pour me faire perdre, pour gagner, je suis en train de parler avec la mort, puisque s'il continue encore quelques secondes, je vais rejoindre les Champs-Élysées, le Nirvana ou tout ce que vous voulez. Cet entretien avec la mort, c'est pour moi l'une des meilleures manières d'apprendre à vivre. Et là, on revient à Montaigne, on revient à Platon, enfin en gros au programme de terminale de philosophie, démontrer que philosopher c'est apprendre à mourir. Ben, finalement, le philosophe voyou, c'est un peu ça. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc commençons par apprendre à mourir, donc commençons par nous battre, et puis après on pourra parler de paix, on pourra parler de droits de l'homme, on pourra parler d'amour de l'humanité, mais je ne pense pas qu'il faille inverser la nature des choses. Olivier Saint-Vincent, au nom de toute l'équipe de Contre-Culture, merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, et merci pour ce travail de contre-culture que vous faites, et à très bientôt j'espère.